L'épistémologie est l'étude des connaissances dites valides sur le plan scientifique. Plusieurs courants de pensée existent et constituent autant de paradigmes. Cette capsule étudie le premier d'entre eux. En épistémologie, les paradigmes réalistes postulent que l'objectif de la science est d'identifier les lois qui régissent le fonctionnement réel des phénomènes naturels ou sociaux qui nous entourent. Postule que ces phénomènes peuvent être représentés comme une sorte de mécanique, de moteur, fait d'engrenages s'entraînant les uns les autres, charge aux chercheurs de pouvoir identifier ces liens de cause à effet entre les composants du système qu'on étudie. Même si le terme d'épistémologie n'apparaît qu'au début du XXe siècle, le positivisme contient est le premier des paradigmes de la philosophie des sciences. L'histoire de ce qu'on allait donc appeler plus tard épistémologie démarre avec la naissance en 1758 à Montpellier d'un certain Auguste Comte. Pour comprendre comment sa pensée s'est développée, il faut connaître un minimum de choses sur sa vie. Dès son enfance, Auguste Comte entretient des relations complexes et rebelles avec son environnement, avec sa famille déjà, avec ses parents qui le placent en internat à l'âge de 9 ans, avec la religion, puisque lui-même, à 14 ans, il se considère comme athée, avec le système éducatif, enfin, dès le lycée, il conteste l'ordre. Élève surdoué, il va toutefois faire des études secondaires brillantes et sera admis à l'école polytechnique de Paris, la prestigieuse école polytechnique, seulement à 16 ans. Là-bas, il va toutefois conserver son attitude rebelle. Il sera surnommé Sganarelle par ses camarades et va même conduire en 1816 une manifestation d'étudiants contre un des professeurs, du jamais vu dans cette école militaire. L'affaire va même remonter à l'époque jusqu'au ministre de l'Intérieur qui va limoger toute la promotion d'étudiants. Un an plus tard, les élèves seront autorisés à reprendre les cours, mais Auguste Comte lui refusera. Commence alors, pour lui, une vie faite d'écriture contestataire des différentes formes de pouvoir en place. Il va débuter sa carrière en tant que secrétaire chez un certain Claude Saint-Simon, un auteur influent de l'époque sur le monde politique et économique. Et c'est l'écriture du premier livre de Comte à ses côtés qui va amorcer la fin de la collaboration entre les deux hommes quelques années plus tard. L'ouvrage est publié en 1828, année justement où Auguste Comte quitte Saint-Simon. Il a 25 ans, il entreprend son projet qui est tout simplement de réformer la société. En effet, selon lui, la révolution industrielle dessine une ère de modernité dans laquelle les connaissances doivent prendre leur propre indépendance par rapport au pouvoir de l'Église et aux traditions religieuses. Et ça, bien sûr, ça passe par une éducation laïque, basée sur des connaissances réelles, scientifiques. Aussi, en 1826, Auguste Comte, dans son propre appartement, va commencer à livrer des cours de philosophie gratuits pour le public. En 1831, il va même débuter ses cours élémentaires d'astronomie, et il le fera pendant 17 ans pour le grand public et tout spécialement pour la catégorie ouvrière, peu instruite, voire illettrée, mais pour laquelle il a le plus profond respect. L'ensemble des cours qu'il va dispenser pendant toutes ces années va être ensuite publié sous forme de 6 tomes, traitant chacun d'eux d'une discipline scientifique de l'époque. Et ces propos vont rapidement alimenter des polémiques. Plusieurs journaux de l'époque vont surnommer Comte de canaille théologique et demanderont sa destitution. Le milieu académique, de son côté, ne lui pardonnera jamais d'avoir été le meneur de cette grève d'étudiants à Polytechnique et n'acceptera jamais les propos critiques, voire acerbes, qu'il se permet de tenir. En effet, pour Comte, les scientifiques de l'époque réservent leur discours à des initiés, des privilégiés,
et ne sont finalement, je cite ces termes, que des trafiquants de science et des pédantocrates qui faillissent dans leur mission de diffusion du savoir auprès de la population. Conséquence de tout ceci, compte dans le plan académique, ne dépassera jamais le statut de répétiteur, l'équivalent aujourd'hui un statut de maître de conférence, fonction à laquelle il n'accédera qu'à l'âge de 34 ans et qui d'ailleurs lui sera retirée définitivement en 1951. Alors, privé de revenus stables, Comte va souffrir d'une situation très, très précaire, aura même des difficultés pour subvenir à ses besoins primaire et décédera à l'âge de 59 ans dans la misère. Mais au juste, qu'est-ce que le positivisme? Le terme vient de positif, c'est-à-dire, selon Comte, ce qui est réel, utile, certain, précis. Donc, le positif s'oppose à ce qu'il qualifie de négatif, c'est-à-dire tout ce qui est chimérique, vague, indécis. Et pour lui, ben, la finalité d'une société, d'un pays, c'est de pouvoir atteindre cet état positif en termes de création de connaissances. Et pour cela, ben, le développement humain, qui représente la société, passe par trois états successifs qu'il identifie. Le premier, c'est l'état théologique, où la population, finalement, pour faire sens et comprendre les phénomènes naturels en particulier qui l'entourent, va avoir tendance à se référer à des mythes religieux en particulier. Donc, c'est un stade où l'homme cherche en vain à donner une explication aux différents phénomènes qui l'entourent en se référant aux croyances religieuses. Cette quête correspond à la satisfaction d'un besoin primaire chez l'individu et pour lequel la théologie représente une source fertile d'imagination les plus diverses. L'état mystique est pour Auguste Comte une sorte de transition où la rationalité individuelle commencerait à emboîter le pas sur la théologie. Dans cet état de développement de la société, Comte fait ici référence, dans le cas français, au travail en particulier des philosophes du siècle des Lumières, qui ont éveillé les consciences vis-à-vis des mythes religieux. Mais toutefois, Comte considérera que cet état présente les limites d'un aspect beaucoup trop abstrait quant au raisonnement qui est poursuivi. C'est pour ça que l'ultime état, selon lui, c'est l'état positif, stade où le rationalisme scientifique devient le seul vecteur d'explication des phénomènes. L'intelligence l'emporte sur l'aliénation de la population à des mythes. La rationalité logique triomphe sur l'imaginaire et le mystique. Et pour tendre vers cet état, Auguste Comte présente plusieurs principes fondamentaux que la science doit respecter. Le premier, c'est que chaque explication fournie doit prendre la forme d'une énonciation faisant référence à quelque chose de réel et d'observable. L'observation réelle devient la seule source de certitude. Donc, il n'y a pas de place ici pour des conjectures mystiques comme dans l'état théologique. L'enjeu est également de pouvoir identifier les lois stables, universelles, qui régissent les phénomènes qui nous entourent. Et pour ça, en distinguant des relations explicatives entre les composants du phénomène, donc les liens de cause à effet, de simples relations d'association. Et c'est en étant capable d'identifier les relations par lesquelles sont mues les composants d'un système, un peu comme une mécanique fonctionnerait, que l'on peut déduire les lois générales qui expliquent les phénomènes qui nous entourent, et ce que ce soit des phénomènes naturels, comme en astronomie ou en physique, ou même dans des phénomènes sociaux. Pour autant, Comte invite
prévient de la nécessité de toujours relativiser les découvertes qui sont acquises par rapport aux moyens spéculatifs mis en œuvre. Et il va reconnaître que la progression de la connaissance est donc soumise, pas simplement aux découvertes, mais également à l'acceptation sociale de ces découvertes par les communautés scientifiques et par la population. En fait, la doctrine d'Auguste Comte reprend et applique comme principe de validité des connaissances scientifiques eh bien, les principes logiques que l'on retrouvait déjà chez René Descartes. Le principe d'objectivité, ce que je vois est le même pour tout le monde. Chaque observateur pourra observer la même chose que moi. Le principe réductionniste, c'est que pour comprendre le phénomène que j'étudie, je dois être capable de le décomposer en autant de parties élémentaires qui le composent, et puis afin d'identifier les mécanismes qui expliquent son fonctionnement. Donc, ce principe déterministe, par lequel les composants sont mus par des liens de cause à effet, identifiables, et ensuite, pour fournir une connaissance qui soit complète, respecter le principe d'exhaustivité, c'est-à-dire que mon analyse a tenu compte de tous les éléments qui influençaient le phénomène que j'ai étudié. Alors, au-delà des répercussions dans le domaine scientifique qu'a eu la pensée positiviste d'Auguste Comte, au cours du XXe siècle, ces travaux ont eu un écho très fort aussi dans le domaine éducatif, politique, social, et ce, à travers le monde. Alors, c'est par exemple en Angleterre qu'on va voir apparaître les premiers supporters de la doctrine, où des groupes actifs vont influencer le milieu syndicaliste et politique. En Belgique, les partisans du positivisme vont œuvrer au développement de l'enseignement laïque, notamment avec la création de l'Université libre de Bruxelles. En Suède, un mouvement basé sur la philosophie de Comte sera à l'origine de la création de l'Institut ouvrier et des revendications en faveur de la séparation de l'Église et de l'État. De même, en Turquie, le positivisme contribuera à la succession de l'Empire ottoman et à l'établissement d'un État laïque. En Inde, les travaux de Comte étaient très populaires du fait de ses idées contre la colonisation et un mouvement positiviste se créera même à Calcutta pour influencer le développement de la recherche et de l'enseignement supérieur. En Amérique du Nord, on verra une influence forte du positivisme dans les travaux de sociologues. En Amérique latine, ces pensées se répandront, là encore, dans le milieu éducatif, scientifique. Toutefois, même après sa mort, la réputation d'Auguste Comte continuera à osciller entre honneur et déshonneur. Par exemple, à Paris, la statue célèbre du philosophe qui trônait depuis 1902 sur la place de la Sorbonne a été déplacée en 1980 sur le côté pour libérer de l'espace, a-t-on dit à l'époque. À Montpellier, ville où il est né, la statue en honneur d'Auguste Comte, érigée en 1911, a été détruite en 1962 par décision du conseil municipal de l'époque qui trouvait que le monument rompait avec l'harmonie du paysage. De même, la plaque commémorative du lieu de sa naissance, rue de la Merci, n'aura été posée qu'en 2007.